Pour ce troisième épisode, nous allons recevoir mon mentor et gestionnaire de portefeuille Rémi Morel, ainsi que Yannick Letourneau, un homme qui a pris sa retraite à 39 ans. On va discuter de frugalité, une attitude mentale qui leur ont permis de se libérer financièrement. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La Vraie Valeur. Bonjour et bienvenue à La Vraie Valeur. Bonjour Rémi, bonjour Yannick. Bienvenue au podcast. Je suis vraiment content de vous avoir aujourd'hui. Vous êtes mes tout premiers invités à l'émission. Je suis content que vous soyez là. Aujourd'hui, vous allez parler avec moi de frugalité. Juste pour définir un peu pour l'auditoire, la frugalité, euh, c'est quoi? Dans le fond, c'est quand on regarde une personne qui est frugale, dans le fond, elle va surtout faire des choix plus sains, plus sobres, et elle va être comme moins consommatrice de ressources. C'est donc une attitude mentale pour non seulement économiser de l'argent, mais aussi pour économiser toutes les autres ressources. Donc, on parle de temps, de travail, d'énergie. Est-ce que c'est vrai comme définition? Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter, les gars? Ben, de mon côté, je ferais la distinction entre la frugalité puis, mettons, le minimalisme ou la simplicité volontaire. Dans le cas de la frugalité, c'est souvent spécifiquement pour atteindre la liberté financière. Fait que le but, c'est de chercher à prendre sa retraite le plus vite possible pour pouvoir disposer librement de son temps. Fait qu'il y a la connotation d'investissement, de mettre de l'argent de côté là, qui est spécifique à la frugalité, là, selon moi. Donc, vous pouvez vous présenter, les gars, pour l'auditoire. On peut commencer par Rémi. Si tu pouvais nous parler un peu de toi et décrire ton cheminement. Oui, moi, je suis gestionnaire de portefeuille chez Barrage Capital. C'est une société que j'ai fondée avec trois autres associés en 2013. Et avant ça, je travaillais dans la compagnie familiale avec mon père et mon frère. Je faisais spécifiquement la comptabilité. Alors, j'ai appris beaucoup au niveau des états financiers, puis l'entrée de données, les chiffres. C'est là que j'ai vraiment découvert le monde merveilleux de la finance. Et puis, avant ça, ben, j'étais en musique. J'étudiais le piano, puis je voulais faire de la composition. Et que finalement, ben, j'ai fini par me retrouver plutôt en finance. Moi, c'est un peu différent. J'ai étudié en informatique, baccalauréat à l'Université de Sherbrooke. Donc, je me suis lancé au début dans l'industrie des jeux vidéo. Donc, je travaillais à Ubisoft à Montréal. C'était très passionnant. Bon, quand tu es jeune, toujours un petit côté gamer. Fait que là, ça m'intéressait beaucoup. Mais ce qui m'intéressait encore plus, c'était l'aspect de concevoir les jeux, le côté créatif en arrière. Tu as travaillé combien de temps là-dedans? Environ 12-13 ans. Puis ce qui était bien, c'était que c'était vraiment un bon endroit pour faire ses preuves. Tu sais, quand t'es jeune, tu as de l'énergie, puis t'es compétent, ben c'était facile d'avancer dans la compagnie, puis d'avoir de plus en plus de responsabilités. Fait que c'était une belle expérience. Mais en parallèle de ça, moi, j'ai toujours été plus un gars de chiffres. Là, tu sais, les maths, ça m'intéresse, tout ça. Fait que c'est ça qui m'avait amené en informatique aussi. Puis, en vieillissant, on développe des nouveaux intérêts, tout ça. Fait qu'à un moment donné, j'avais fini mon trip de jeux vidéo, si on veut. Fait que j'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses comme les finances, la bourse. Puis en parallèle que je continue à travailler à Ubisoft, j'ai fait un certificat en finance à l'UQAM que j'ai fait à temps partiel. Puis c'est ça. Là, à un moment donné, j'étais comme prête à donner un deuxième souffle à ma carrière. Fait que j'ai voulu changer un peu d'industrie parce que c'est sûr que les jeux vidéo, c'est passionnant, mais en même temps, c'est stressant, puis c'est un monde qui est quand même qui attire plus les jeunes. Puis là, en vieillissant, j'avais d'autres intérêts. Fait que je me suis dit, je vais aller vers une industrie plus mature. Puis là, j'ai rejoint la Bourse de Montréal en 2011. Mais en gros, la Bourse de Montréal, c'est tout ce qui est la négociation des options au Canada. Donc, tout ça mis ensemble, ça m'a fait une carrière quand même assez fructueuse de peut-être 17 ans en informatique. Et puis, j'ai décidé quand même en 2017 de me retirer. Donc, ça rejoint un peu
Rémi disait, je me suis retiré en 2017 pour, si on veut prendre, il y en a qui appellent ça un jeune retraité, mais moi, je me vois plus comme, maintenant, je suis papa à la maison à temps plein en même temps. Donc, c'est toute une nouvelle expérience. Puis, à ce moment, je vis uniquement de mes épargnes que j'ai accumulées au cours de ma carrière et puis que je fais fructifier. C'est à quel âge que tu as pris ta soi-disant retraite? À 39 ans. C'est réussi jusqu'à maintenant, je ne regrette pas. Donc, tout d'abord, les gars, j'aurais une question pour vous à vous poser. Euh, Dans le fond, pour faire un lien entre la frugalité et l'investissement en valeur, est-ce qu'il faut nécessairement être frugal pour réussir en tant qu'investisseur valeur? Euh, Moi, je pense qu'il y a vraiment des similarités entre les deux parce que quand on est frugal, on cherche à économiser, puis on cherche les aubaines, on veut maximiser. Alors, si on investit en bourse, puis on cherche des actions qui se transigent en bas de leur valeur, parce que c'est ça l'investissement en valeur, à ce moment-là, c'est parce qu'on pense faire un meilleur rendement, fait qu'on a la discipline de chercher les bons titres. Alors, pour moi, pour quelqu'un qui est pas rendu déjà riche, puis qui commence, ben ça ferait pas de sens s'il investit un 10 000 et qui déploie beaucoup d'efforts pour doubler son argent en bourse, alors que quelqu'un qui arrive du côté des dépenses, il dépense sans compter, puis finalement, il y a 10 000 moins d'épargne durant son année. Fait que c'est comme si d'anéantir tous les rendements qu'il a fait dans ses placements. Fait que les deux vont... Il y a des similarités entre les deux. Puis, je dirais aussi que quand on regarde les actions en bourse, ben on veut qu'il y ait des dirigeants qui vont prendre des bonnes décisions, puis qui vont être économes, puis qui vont faire attention aux dépenses, parce que c'est ça qui va maximiser les profits pour les actionnaires. Alors si on a des dirigeants qui ont cette mentalité-là, ben c'est sûr que ça va avantager les actionnaires. Moi, je dirais qu'effectivement, comme dit Rémi, il y a des traits similaires entre quelqu'un qui est frugal puis un investisseur valeur. Mais en même temps, je dirais que des fois, ça peut aussi nuire dans certains cas. Ça dépend. Parce qu'en ce moment, la valeur, elle peut être plus difficile à trouver. Je sais qu'on est dans un stretch un petit peu bizarre de plusieurs années où est-ce que les investisseurs valeurs n'ont pas toujours eu des bons résultats. Puis des fois, ça peut avoir un lien avec le fait qu'il y a beaucoup de value trap dans le marché, puis il y a beaucoup de disruption en ce moment dans tout ce qui est le monde des compagnies, tout ça, avec l'Internet et la technologie, tout ça. Donc, ça peut être difficile pour quelqu'un qui est habitué à du brick and mortar, là, puis de faire des calculs avec tu sais, à la Benjamin Graham, là, ça marche plus très bien, cette technique-là d'investir. Donc, il y a les deux côtés, je dirais. Faut avoir une certaine ouverture. Si on est trop cheap, entre guillemets, on peut rater des opportunités en ce moment dans le marché. Donc, la valeur, elle est partout. Elle n'est pas juste dans les cigar butts ou comme c'était le cas peut-être dans l'époque de Buffett. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Oui, c'est clair. Et juste pour revenir un peu sur les propos de Rémi, Rémi, crois-tu qu'il y aurait différents niveaux de frugalité? Faut-tu nécessairement aller le tout pour le tout, être frugal au maximum pour réussir? C'est sûr, comme disait Yannick, effectivement, il faut faire attention quand on fait l'évaluation des compagnies. Comme il disait, si on pense de façon trop cheap, puis que là, on laisse passer des opportunités parce qu'on ne veut pas acheter une bonne compagnie qu'on pense qui est plus chère, à ce moment-là, ça serait une erreur. Mais dans le cas de, mettons, personnellement, faire attention à ses dépenses, moi, je crois que c'est une excellente approche parce que, mettons que si vous avez seulement 20 000 d'économiser, puis vous êtes capable d'économiser dans l'année 2 000 de plus, à ce moment-là, c'est comme si on faisait 10 de rendement. Si 20 000 c'est une valeur nette, puis qu'on fait 2 000, c'est 10 Alors, la question à se poser, est-ce que c'est facile de faire un 10 de plus en bourse? Non, je pense pas que ce soit facile. Fait qu'à ce moment-là, si on est capable de faire plus aisément avec l'économie, ben ça l'influe. Mais c'est sûr qu'en même temps, il ne faut pas non plus verser dans l'excès parce que c'est long. C'est un long processus, là, investir en bourse, puis économiser, puis arriver à l'indépendance, c'est plusieurs années. Je parle en moyenne, c'est peut-être 10, 15 ans
puis peut-être un peu plus dans certains cas, là, si on n'est pas trop, si on n'a pas trop des gros rendements au fil des années. Mais ça prend quand même un équilibre, je Tout dirais. à fait. Je crois que vous êtes tous les deux des personnes qui ont vraiment appliqué la frugalité dans vos vies. Yannick, pourrais-tu nous parler, nous partager à quoi ressemblait ta vie avant d'économiser? Oui, ben en fait, moi, j'ai été élevé sur une ferme. Donc, dans une famille, on n'était pas très riche. Moi, mais on n'était pas riche, mais on était en milieu rural, fait qu'on s'en rendait pas vraiment compte. En tout cas, moi, j'ai jamais ressenti que j'étais pauvre ou quoi que ce soit, mais euh, on dépensait pas énormément. C'est juste qu'on vivait avec des gens qui étaient très débrouillards. C'est le réflexe quand il nous manquait quelque chose, c'était pas d'aller l'acheter au magasin, mais c'était de le fabriquer soi-même ou de l'emprunter aux voisins. C'était plus une mentalité comme ça. Donc, acheter, c'était le dernier recours. Donc, c'est sûr que ça aide d'être élevé dans une famille qui pense comme ça. Et c'est sûr, c'est sûr. Puis, effectivement, je ne dis pas qu'on vivait en parfaite autarcie. Là. Ça, c'est pas vraiment possible. Ou en tout cas, il faut vraiment être très, très calé. Là. Mais disons que c'est une valeur importante qui m'a été inculquée quand même quand j'étais jeune. Donc, l'idée de faire avec ce qu'on a, l'idée d'être créatif, pas nécessairement fixé sur qu'est-ce que les autres vont penser si on n'a pas le dernier gadget. Euh, Ça, c'était bien pour ça. Il n'y a pas de voisins gonflables en campagne. Ça n'existe pas vraiment. Là. C'est quelque chose que j'ai découvert plus tard quand j'habitais en banlieue. Là. Puis sinon, est-ce que tu mettais des économies de côté? Est-ce que tu connaissais le monde des investissements? Ben, c'est ça, ça, c'est l'autre côté un peu, disons, moins bien de mon éducation, c'est que mes parents, ils étaient vraiment pas du tout axés sur l'argent. D'ailleurs, je comprends pas comment ils ont engendré quelqu'un comme moi qui est super axé sur les finances et les maths, parce que mes parents, c'est pas du tout des personnes qui faisaient une fixation avec l'argent ou quoi que ce soit. Donc, c'est un peu paradoxal. Euh, ben non, mes parents du tout, c'était pas du tout des investisseurs. Je pense que ma mère elle a encore des certificats de placement chez Desjardins, là, des affaires qui donnent 1%. J'ai essayé avec le temps de lui expliquer des choses, tout ça. Puis avec le temps, elle m'a laissé gérer une partie de son portefeuille pour que je l'aide à apprivoiser la bourse, mais c'est pas du tout des personnes qui avait le réflexe d'investir en bourse, pas du tout. C'est plus par moi-même que quand cet aspect-là a commencé à piquer mon intérêt, j'ai fait mes recherches par moi-même. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de nos jours avec Internet. Puis disons que cette partie-là, c'est quelque chose qui est venu vraiment de l'intérieur de moi. Ouais, ben bravo. Et de ton côté, Rémi, ça ressemblait à quoi ta vie avant d'économiser? Ben, en fait, j'avais pas vraiment les moyens d'économiser avant parce que, bon, j'étudiais en musique. Après ça, je me suis essayé en tant que courtier en assurance. Alors, c'est surtout de faire du téléphone, d'aller voir les gens, les convaincre d'acheter de l'assurance. Et puis, j'avais pas beaucoup de succès. La vente, c'est peut-être pas quelque chose que j'avais ça en moi. J'étais un peu trop analytique. J'arrivais avec des gros dossiers chez le client, puis je commençais à parler d'inflation, puis de toutes sortes de calculs, de scénarios, puis finalement, en tout cas, ça nuisait plus que ça aidait dans certains cas. Mais moi, j'ai découvert que j'avais une passion pour ça, puis quand je suis tombé là-dessus, je regardais les chiffres à long terme, puis là, je me disais, mais l'investissement, c'est merveilleux. C'est juste d'être patient, puis à long terme, si on fait des rendements le moindrement qui ont du bon sens, mais on finit par être riche. Fait que là, ma réaction, c'était comme, ben pourquoi tout le monde ne fait pas ça? C'est comme si j'avais découvert là, la lampe magique, puis que je séchais juste de la frotter, puis on avait tous nos souhaits. Fait que là, moi, j'étais pas dans une situation pour économiser parce que je gagnais pas assez de commissions, mais j'essayais de convaincre les gens que j'allais voir comme à quel point c'est extraordinaire. Puis finalement, bon, j'ai fait juste un an comme courtier, puis là, j'ai commencé à travailler comme commis de bureau. J'ai commencé à faire de la comptabilité, puis là, j'ai économisé. Dès que j'ai gagné un salaire, je me suis mis à économiser le plus que je pouvais au maximum. Fait que ça n'a pas été un trop gros dépaysement parce qu'avant ça, ben, je ne gagnais pas des revenus suffisants là, pour être capable
de mettre de côté ce que je voulais. Puis d'ailleurs, il fallait même que j'emprunte là, à un moment donné à court terme juste pour être capable de mettre de l'essence dans mon char pour pouvoir aller voir des gens. Fait que là, je me suis dit, je m'étais promis que ça allait plus jamais arriver dans ma vie, que j'allais prendre les moyens dès que j'allais avoir la possibilité. Fait que c'est un petit peu à ça que ça ressemblait les quelques années avant. Donc, tu as vraiment découvert par toi-même l'économie, l'investissement? Oui, oui, bien effectivement, en travaillant dans la compagnie familiale, en voyant c'est quoi les assurances, les placements, les fonds distincts, c'est là que j'ai découvert c'était quoi l'investissement. Et puis là, je me suis mis à lire, à lire, à lire. Puis à un moment donné, bon, ben, j'ai appris petit à petit là, en étant autodidacte, là, Mhm. effectivement. Puis maintenant, pendant l'économie, à quoi ça ressemblait vos vies, Yannick? Est-ce que tu ressentais une pression sociale? Comment ça se passait, l'économie? Parce que je suis sûr que là, vous avez expliqué vos vies d'avant. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans la même situation que vous étiez. Et vous avez réussi à faire le changement, à devenir plus frugal, à plus économiser. Comment ça s'est passé, cette transition-là? Et comment vous agissiez pendant que vous économisiez? Je dirais que ben, quand j'ai commencé dans les jeux vidéo, c'est sûr que ben, quand tu commences, de toute façon, n'importe quel job, tu n'as pas nécessairement un gros salaire en commençant. Je dirais que je gagnais peut-être autour du salaire médian de la population en général, vu que c'est quand même, j'avais fait des études universitaires, tout ça, c'est pas dédaigné non plus. Mais c'est quand même un domaine de jeux vidéo où il y a pas mal d'argent à faire, là. Quand un jeu a du succès, la compagnie, elle va faire de l'argent comme de l'eau là, avec ce jeu-là. Fait que Ubisoft traitait quand même bien ses employés d'un point de vue rémunération. Donc, ben, rapidement, moi, j'ai commencé à avoir des contributions qui ont été reconnues au sein de la compagnie, tout ça. Fait que j'ai reçu des augmentations, des bonnies, tout ça. Euh, Puis ben, c'est là qu'effectivement, je pouvais remarquer une certaine différence entre certaines personnes. Il y en a que tu leur donnes un bonus, puis on dirait que ça leur brûle les doigts. Là. Il faut qu'ils aillent le dépenser. Il y en a qui s'achetaient des motos, il y en a qui s'achetaient des voitures de luxe. T'sais, moi, j'ai toujours roulé ben, à cette époque-là, en tout cas, je roulais en Mazda protégé ou en Toyota Corolla. J'avais pas d'air climatisé. Je les achetais usagés. Par contre, j'ai payé cash. C'était comme je faisais ce que j'avais appris de mes parents. Mes parents, ils ont toujours tout payé cash. Je pense qu'ils ont eu une hypothèque pendant 6 mois pour leur maison. Ils ont jamais rien eu à crédit. Fait que, moi, j'ai fonctionné comme ça. J'ai habité dans un bungalow en banlieue. Il y avait du prélat dans la cuisine. J'ai remboursé l'hypothèque en 5 ans. C'est ça que j'avais appris à faire. Puis on peut dire que tu n'étais pas vraiment attiré par le luxe. Ben, pas vraiment, parce que, ben, en fait, en fin de compte, c'est comme si moi, j'ai été élevé dans une bulle en dehors de la société de consommation. Puis, à mesure que mon salaire augmentait, ça ne me venait même pas à l'idée d'augmenter mon niveau de vie en conséquence. Là, j'épargnais l'excédent. Puis, en même temps, je voyais ça comme une forme de sécurité aussi, l'argent. C'est-à-dire que, à mesure que tu vois ton compte de banque augmenter, ben ça donne une certaine sécurité. Tu te dis, ben si demain matin, j'ai plus le goût de travailler là ou j'ai le goût de faire d'autres choses, ben j'ai un coussin de sécurité, je peux voler de mes propres ailes. Je suis pas attaché à mon travail parce que j'ai des paiements à rencontrer, puis je suis endetté jusqu'au bout. Fait que moi, en tout cas, personnellement, ça fonctionnait bien pour moi, ce genre de liberté-là. L'autre affaire aussi, c'est que chez nous, on cuisinait, dans ma famille, on cuisinait à partir d'ingrédients de base. On n'allait pas souvent au restaurant, même très rarement. Je me souviens même pas d'être allé au restaurant avec mes parents. La première fois que je suis allé dans un McDonald's, je pense que j'avais 8 ans. Puis c'était une sortie scolaire. Là. C'était même pas mes parents qui m'avaient amené là, c'était l'école. Puis je pense que j'avais jamais mangé un hamburger de ma vie. Fait que je pensais que le sachet de sel qu'ils donnaient pour les frites, c'était pour mettre sur la boulette de viande. Et j'avais aucune idée, j'avais l'air d'un extraterrestre dans un McDonald's, c'était très drôle. Oui. Puis, mais, fait que c'est ça, fait que c'est comme j'avais été élevé dans une bulle, puis tranquillement, ben moi je faisais mon petit chemin, je ramassais mon argent, mais je voyais que les autres faisaient d'autres choix différents. Mais à ce moment-là, j'ai pas encore ressenti la pression. C'est sûr que ça vient à un moment donné.
quand tu as une conjointe, tout ça, ben il faut que tu deals aussi avec les besoins de l'autre personne. Fait que on n'est pas toujours d'accord sur les priorités, mais grosso modo, ça allait bien quand même. Et toi, Rémi, à quoi ça ressemblait ta transition à la frugalité? Euh, c'est sûr qu'il y avait des bouts que c'était pas toujours facile. Parce que, bon, tu vois les gens autour de toi, comment ils dépensent et tout ça. Puis, juste un exemple, quand j'avais acheté ma maison en 2002, disons que la cuisine était à rénover, puis 12 ans plus tard, je n'avais pas encore rénové. Mais moi, je faisais mes calculs, puis je me disais, ben, elle coûtera vraiment pas cher avec l'argent que j'économise en attendant, puis je fais fructifier, puis c'est ça que j'ai finalement fait. Mais j'avais souvent des discussions, puis je me rappelle une discussion avec quelqu'un que je n'aimerais pas, qui gagnait un plus gros salaire que moi, puis il voyageait beaucoup, puis j'essayais de le convaincre, puis lui essayait de me convaincre, il disait, tu devrais plus voyager, puis c'est profiter de la vie, puis tout ça, puis tu t'en profites pendant que t'es jeune. Puis l'argument qui revenait souvent, c'est par rapport au fait que j'économisais beaucoup, puis que je me privais de certaines choses, ben, il disait, ouais, mais c'est bien beau, mais si tu meurs, ben là, c'est sûr, ben j'écoute, au pire, mes héritiers auront un peu plus d'argent, là, ils vont être moins dans la misère, mais je me suis dit, je vais faire le pari que je vais vivre. Puis, ben, à date, ça va bien, parce que je suis encore vivant. Fait que c'est sûr que c'est la tentation. Il ne faut pas imiter les autres. Parce que si on est comme dans la norme, ben c'est étant donné que la frugalité, ça demande énormément de discipline. Puis j'ai fait un peu comme Yannick, là, quand j'avais des augmentations de salaire, au fur et à mesure que ça allait bien mes affaires, ben toutes les augmentations allaient en épargne supplémentaire. J'essayais au maximum de ne pas augmenter le niveau de vie. C'est la tentation, il ne faut pas imiter les autres. Fait que vis-à-vis les autres, ils ont l'impression que tu vis pauvrement, puis c'est peut-être parce que tu en arraches. Puis il y a quand même un effet secondaire intéressant quand on est prêt à accepter d'être perçu comme ça, c'est que des fois, les gens vont vous donner des trucs pensant que bon, ça va vous donner un coup de main, comme des vieux meubles. À un moment donné, quelqu'un qui était venu me porter des chaises pliantes, sans me le demander. Ben, il y a des chaises pliantes chez nous. Je dis, ah, ben, c'est le fun. OK, on a des chaises pliantes, ça peut servir. Ça fait, je vais acheter moins de chaises pliantes dans le futur. Et puis, il y a toutes sortes de petits trucs comme ça qui fait que chaque chose qu'on n'achète pas, parce qu'on a accepté d'utiliser plutôt un bien usagé, ben ça fait une économie supplémentaire à la bourse. C'est comme ça que je le voyais, mais il faut être capable de vraiment ne pas céder à la pression sociale, là, de faire comme les autres font autour de soi. Puis tu trouvais ça difficile? Ben non, c'était pas si difficile que ça parce que j'étais très motivé par mon but qui était vraiment de devenir indépendant. Alors, j'étais très focusé là-dessus. C'était peut-être même un petit peu maladif jusqu'à un certain point parce que il faut toujours faire la part des choses. Mais aujourd'hui, je ne le regrette pas du tout. Mais ça m'a aidé énormément. Puis il y a aussi un fait, c'est peut-être juste parce que je suis chanceux, parce que je suis comme ça. J'aime pas magasiner de façon générale. Fait que moi, je peux avoir une paire, même aujourd'hui, je peux m'en acheter beaucoup des paires de souliers, mais quand j'ai besoin d'aller m'acheter une nouvelle paire de souliers, des fois, je vais user celle que j'ai. Je suis content qu'ils soient complètement troués, juste parce que ça ne me tente pas d'aller au magasin. Alors, ça a été une grande aide. Alors, c'était pas si difficile que ça en considérant ça. Oui, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez décidé d'économiser? En commençant par Yannick. Ben moi, c'est sûr que comme j'avais quand même un métier stimulant, tout ça intéressant, mais j'y voyais quand même des inconvénients. C'est-à-dire que petit à petit, tu sais, veux pas, le stress augmente, tu as des responsabilités supplémentaires, à un moment donné, il faut faire de l'overtime, à un moment donné, c'est plus difficile avec la conciliation travail-famille, tout ça. Fait que j'ai fini par me tanner du rat race un peu, là, le métro, boulot, dodo. Fait que là, je voulais éventuellement aspirer à un rythme de vie un peu moins effréné, quelque chose qui est plus en accord avec mes valeurs, puis ça rejoint vraiment ce qu'on disait tantôt sur la frugalité. Le capital que je voulais amasser, je me rendais compte que, comme je disais au début, ça me donne une certaine liberté de pouvoir sur mon futur, de pouvoir décider à un moment donné d'arrêter de travailler, mais pouvoir éventuellement, quand le capital sera assez gros, d'arrêter complètement de travailler, puis de réaliser des projets que moi, je voulais faire avec mon argent. Donc, décider moi-même sur quel projet je voulais mettre mes efforts, puis pas nécessairement
ceux que mon employeur allait décider. C'est un peu ça, là, si on veut, le déclencheur. Ben, c'était le fait de manquer d'argent quand j'étais plus jeune, là, pendant une certaine période. Puis quand j'ai découvert l'investissement, ça a été vraiment c'était tellement motivant que tout de suite, là, j'avais pris la décision de mettre tout ce que je pouvais de côté autant que possible, tout simplement. Est-ce que vous avez des livres ou des rencontres qui ont influencé votre parcours? On peut commencer par Rémi. Ben, moi, il y a un livre qui m'a vraiment marqué, c'est Père riche, Père pauvre. Ouais, j'ai écrit un article là-dessus. D'ailleurs, je vais le mettre dans la page web du podcast que vous retrouverez le lien dans la description. Alors, c'est un livre que j'imagine que bien des auditeurs connaissent. Okay. C'est tellement bien expliqué dans ce livre-là, ça met dans le ça nous met vraiment dans la peau de qu'est-ce qui est possible de faire, de comment on devrait voir l'argent. C'est une vision vraiment qui m'a interpellé. Fait qu'en lisant ça, c'est comme j'étais d'accord avec presque tout ce qui était dans le livre. Donc, oui, ça a influencé ma façon de voir les choses par après. Oui, moi, à l'université, j'avais un copain, il s'appelle Julien, je vais le saluer d'ailleurs, peut-être qu'il va entendre le podcast, il va se reconnaître. Julien qui était très porté sur la simplicité volontaire, puis il m'en avait parlé, il m'avait montré le livre. Je n'ai pas tellement trippé sur le livre en particulier de la simplicité volontaire, mais il m'avait montré un autre livre que j'avais lu en anglais qui s'appelle Your Money or Your Life de Vicki Robin et Joe Dominguez. Je pense qu'il doit exister une version française. Là. Ça a été vraiment un best-seller, fait que ça a sûrement été traduit. Il y a plusieurs parties dans le livre. Moi, quand j'ai lu ça, ça a vraiment été comme une révélation. Ça mettait en mots un petit peu les notions puis les valeurs que j'avais déjà inculquées en moi, mais le fait de le lire, on dirait que ça a comme consolidé dans ma tête les concepts. Parce qu'avant, moi, c'était juste, je vivais comme ça, mais j'avais pas de mots pour l'expliquer. Puis là, maintenant, ça mettait des mots sur ces concepts-là. L'idée centrale du livre, c'est que quand tu travailles, ben, tu échanges ton temps contre de l'argent. Puis une fois que l'argent est dans tes poches, tu as comme tendance à oublier qu'il y a nécessité un effort à produire cet argent-là, puis c'est comme bien facile de le dépenser. Ça va bien plus vite le dépenser que le gagner. Puis ce que le livre essayait de nous montrer, c'est que on peut mesurer ce qu'on achète. Au lieu de le mesurer en argent, on devrait essayer de le mesurer en heures de travail ou en effort. Puis là, quand tu te mets à mesurer certaines dépenses, comme aller au restaurant, tu sais, des fois, tu vas au restaurant, tu t'en sors avec une facture de 90$, 100$ avec le vin. Puis, ouais, là, il a fallu que je travaille comme quasiment toute la journée pour me payer ça, tu sais, quand tu es jeune, puis que tu n'as pas un gros salaire. Ouais, finalement, je vais y repenser 2 fois avant d'aller au restaurant. Est-ce que ça m'a vraiment apporté autant de bonheur que ça valait le coup de travailler une journée au complet pour me le payer? Quand tu commences à penser comme ça te force à aligner, si tu veux, tes dépenses avec tes valeurs vraiment plus. L'autre idée dans le livre qui m'a vraiment marqué, c'était justement un peu comme ce qu'on disait tantôt par rapport à la frugalité, c'est que tu peux faire des choix. Des fois, tu as le choix en 2 activités. Par exemple, tu veux, je sais pas moi, tu veux te divertir, fait que là, tu as le choix, tu peux aller voir un show. Là, mettons un show de Lady Gaga, mettons ça te coûterait 250$, mais tu peux aussi te louer un film sur iTunes pour 5$. Fait que, est-ce que vraiment, quand tu vas voir le show de Lady Gaga, es-tu vraiment 50 fois plus diverti que quand tu loues un film? C'est ça, faut que tu à un moment donné, quand tu commences à penser comme ça, tu te rends compte que ouais, finalement, peut-être je pourrais faire un compromis. Je pourrais regarder le show en streaming, puis je pourrais à la place me payer une fois de temps en temps un spectacle de Martin Matt. À un moment donné, ça te permet de relativiser les dépenses, puis de te rendre compte que ton argent que tu gagnes, c'est ton énergie vitale en quelque part, parce que tu as mis du travail là-dedans. Puis il ne faut pas le dépenser stupidement, il faut vraiment le dépenser de façon consciente, puis en lien avec nos valeurs. Fait que c'est les concepts du livre que j'ai vraiment accrochés. Puis je conseille de le lire. Il y a une partie qui est un peu moins à jour maintenant. Je ne sais pas s'il a été mis à jour parce que il y avait une partie sur l'investissement dans le livre qui était moins intéressante parce que ça parlait des obligations, tout ça. Puis dans le temps où ça a été écrit, je pense qu'il
il y avait encore le concept de rendement sur les obligations, mais aujourd'hui, c'est plus très, très d'actualité, là. Je vais mettre le titre du livre dans la description pour ceux que ça intéresse. Mais c'était vraiment intéressant tes propos. Moi qui est jeune, j'ai déjà pensé, quand je voulais acheter quelque chose, je pensais déjà en heures de travail. Puis c'est pour ça que j'ai inclus dans la définition de la frugalité que quand on économise de l'argent, ben on économise aussi d'autres ressources comme le temps, donc le temps de travail. On n'a pas besoin de travailler plus vu qu'on garde plus d'argent. Donc, c'est très intéressant. Donc, Rémi, c'est quoi la plus grosse concession que tu as dû faire pendant tes économies? Je me rappelle pas d'une en particulier, mais je dirais de façon générale, c'est tout simplement de ne pas imiter les autres. C'est la concession de ne pas permettre un train de vie que je voyais chez d'autres personnes qui gagnaient des salaires similaires. Puis d'accepter le fait que des fois, je pouvais être perçu comme gagner un salaire inférieur à cause de mon train de vie qui était restreint de façon volontaire, mais au niveau de l'apparence, ça donnait l'impression peut-être que j'avais peut-être moins de succès là, dans ma carrière là, quand j'étais dans l'entreprise familiale puis je faisais la comptabilité. Et toi, Yannick? Ah ben, je dirais c'est exactement ça, ce que Rémi dit, c'est parfaitement exact. Il résistait à la tentation de faire comme tout le monde. Tu sais, tout le monde va voyage à Cuba chaque année, à relâche scolaire. Il y en a qui ont des chalets dans les Laurentides. Puis tu sais, tu te dis, ouais, mais cette personne-là, elle a un moins gros salaire que moi, tu le sais, mais écoute, peut-être qu'elle, ses cartes de crédit sont loadées, puis toi, quand tu regardes ton propre compte de banque, ça te rassure de voir tous ces chiffres qui s'accumulent, mais peut-être que lui, son compte de banque est dans le rouge. Fait que faut pas que tu t'arrêtes à ça. Faut que tu relativises à chaque fois que tu vois quelqu'un qui fait la grosse vie. Ben, toi, faut que tu te remettes dans le contexte que pourquoi tu fais ça, puis c'est quoi l'objectif à long terme. Puis quand tu regardes ton compte de banque qui s'accumule, ça fait du bien. Donc, les gars, est-ce que vous économisez encore aujourd'hui? Ben, je vais commencer. Moi, je dirais pas de la même façon. Pas de la même façon parce que, ben, dans le sens, je suis toujours économe comme j'étais avant. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment augmenté mon train de vie, même si maintenant, ben là, je suis à la retraite, j'ai un capital qui me permettrait, parce qu'il augmente encore, même si j'ai arrêté de travailler. Je pourrais augmenter mes dépenses, mais je le fais pas. J'ai gardé mes habitudes frugales. Je continue de faire l'épicerie moi-même. Je check les circulaires. Je fais les travaux autour de la maison parce que ben, ça me garde occupé, ça me valorise aussi quand je fais le repas pour toute la famille puis tout le monde dit que c'est bon, mais je suis comme fier de moi un petit peu. Fait que ça vaut la peine quand même de continuer, parce que c'est sûr qu'on pourrait aller plus souvent au restaurant, mais c'est donc quand je dis que donc ta question c'est est-ce que je continue à économiser? J'économise pas vraiment puisque je travaille plus. Mais vu que mon revenu vient juste de mes placements et de mes rendements de mon portefeuille boursier. Mais il y a des années où mes rendements dépassent mes besoins de base. Puis l'inflation fait que on peut dire que dans ce temps-là, dans ces années-là, j'épargne parce que ben je dépense pas tout le rendement que mon portefeuille produit. C'est sûr que je rajoute, à mesure que mon portefeuille augmente, ben, je peux augmenter mon confort. Des petites. Et comme là, j'ai une voiture neuve maintenant, ce que je ne me permettais pas avant, ou on fait un gros voyage aux 2 ans avec la famille, des choses comme ça. Mais... Moi, de mon côté, c'est un peu semblable, là, dans le sens que, j'ai atteint déjà il y a quelques années le niveau de vie que je voulais avoir. Fait que j'ai pas besoin d'augmenter mes dépenses outre mesure. Oui, de temps en temps, je vais faire une dépense supplémentaire, mais je suis pas mal arrivé où ce que je voulais à ce niveau-là. Fait que le portefeuille va continuer à croître. Puis j'ai aussi des revenus. Mais là, les futures dépenses, on peut appeler ça des dépenses. Ça va plus aller pour une fondation. Comme là, je vais partir une fondation cette année. Puis c'est dans le but de faire des projets pour différentes choses, aider les jeunes, entre autres, par rapport aux finances, justement. Alors, non, il n'y a pas d'économie comme telle qui se fait, mais c'est comme dans le cas de Yannick, là, c'est le patrimoine, il continue à croître. Fait que c'est sûr que c'est rendu beaucoup plus facile, puis c'est beaucoup plus difficile d'économiser dans les premières années, parce que c'est là que c'est le plus important,
Parce que c'est là que ça compte le plus. Alors, quelqu'un qui part, mettons, qui est rendu à 10 000 parce qu'il commence, ben là, quand il est rendu à 200 000 à travers les années, ben là, il y a un 2 000 qu'il a le goût de dépenser, ben ça ne va pas le même impact sur 200 000 que 10 000. Si je dépense 2 000 consciemment, puis je le fais de façon volontaire, je dis OK, je veux me payer ça, alors que j'ai juste 10 000, ben ça représente 20 de rendement hypothétique. Alors que sur 200 000, c'est seulement 1 Donc, c'est pas quelque chose de j'économise, puis là, tout d'un coup, j'arrête d'économiser. C'est plus graduel. C'est au début, j'économise au maximum, puis plus ça va, plus on peut se permettre de relâcher, puis c'est les rendements du portefeuille qui prend la relève. Puis à un moment donné, bien, on arrête tout simplement d'économiser avec l'argent du travail, puis même, comme Yannick le disait, le portefeuille il grossit tout seul parce que ses besoins sont amplement comblés. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça vient toujours de plus en plus facile avec le temps. Donc, on va passer à des questions plus générales pour l'auditoire qui ont sûrement de nombreuses questions. Par exemple, c'est à partir de quand qu'on devrait commencer à économiser? Bien, c'est sûr, c'est le plus tôt possible, parce qu'on a le maximum d'années devant nous. Donc, si on commence à 20 ans, même si c'est des petits montants, le premier, mettons, 1 000 ou 2 000 qu'on met de côté, puis c'est fructifie, puis on le met à la bourse, puis c'est les intérêts composés. Ça fait une grosse différence que si on part à 30 ans, si on gagne 10 ans de plus pour faire fructifier cet argent-là. Donc, il n'y a pas d'âge pour commencer, selon moi. Oui, je suis d'accord avec Rémi. En fait, moi, je dirais que dès qu'on gagne de l'argent, on devrait penser d'en épargner une partie. Parce que, premièrement, ben, ça nous forme une bonne habitude dès le départ. Euh, Moi, j'ai mes deux garçons, mes deux plus vieux, 8 ans et 15 ans, ils ont déjà un compte en banque là, dans lequel je leur ai appris, là, ils épargnent une partie de leurs allocations. Bon, là, le plus jeune, lui, vu que les banques, en ce moment, ne donnent pas beaucoup de taux d'intérêt, j'ai fait un deal avec lui. J'ai dit, papa, il va te donner 10 d'intérêt sur tes dépôts à la fin de l'année. Fait que là, je fais ça avec le plus jeune, parce que le plus jeune, bon, il a encore un petit montant. Ça l'encourage de voir que son épargne fructifie, parce que c'est pas la banque qui va lui donner 10 Puis mon plus vieux, lui, lui, je lui donne plus de pouvoir, mettons, sur il y a un régime d'épargne d'études. Fait que là, au début, c'était moi qui le gérais au complet. Puis là, dernièrement, là, quand il est devenu un peu plus vieux, j'ai donné le choix. J'ai dit, ça te tente-tu de choisir une action? Parce que, bon, tout est en action en bourse, là. Que j'ai fait choisir une action pour son régime d'épargne d'études. J'ai donné comme 2 critères. J'ai dit, il faut que c'est une compagnie qui fait de l'argent, puis il faut que c'est une compagnie qui va exister encore dans 5 ans, puis qui va faire plus d'argent. Fait que là, avec juste ces 2 critères-là, écoute, papa était bien fier. Il a choisi Home Depot puis Amazon à date. Fait que, il est quand même bien tombé. Puis pour moi, de mon bord, quand je suis sorti de l'université, tu sais, les jeunes, on entend juste ça, les gens qui ont des dettes d'études, tout ça. Moi, c'est pas pour me vanter, mais je suis sorti de l'université, j'avais des REER déjà. Ce qui est peut-être pas une bonne idée là, d'un point de vue fiscal. Là. C'était pas mon meilleur move, mais je pense qu'aujourd'hui, le CELI est un bien meilleur outil pour les jeunes qui n'ont pas un gros revenu imposable pour épargner, mais dans mon temps, ça n'existait pas. Fait que moi, j'avais fait ce que mes parents faisaient. Mais tu as des REER, j'ai mis des REER parce que j'avais des stages. Puis je ne dépensais pas tout mon argent de stage. Fait que je l'ai mis dans des REER. C'était très drôle de sortir de l'université avec des REER. Je ne l'ai pas dit à personne avant très, très tard parce que j'entendais tout le monde qui se plaignait de leur dette d'université. Fait que je voulais pas. Je voulais pas faire le gars qui brague. Puis, est-ce que vous pensez qu'il y a un certain montant à atteindre qui est plus difficile au début? Ben, moi, je dirais que quand tu commences à atteindre 2 fois ton salaire annuel en épargne, là, quand ton argent que tu as épargné équivaut à peu près 2 années de salaire, là, tu commences à voir les effets des intérêts composés parce que quand tu fais un 10 de ce montant-là, mettons, dans une année là, en bourse, ben, ça va te donner 20 de ton salaire. Fait que tu dis, wow, ça commence à être intéressant. Là, je travaille 1 an, puis en plus, j'ai un bonus de 20 à la fin de l'année, si on veut, là, si on le voit de cette façon. Fait que je trouve qu'à ce moment-là, là, c'est un moment charnière où quand ton épargne commence à dépasser ton salaire annuel, puis que tes revenus de placement commencent à coter tes revenus annuels, c'est vraiment un moment charnière.
Est-ce que, Rémi, tu trouves que c'est difficile d'économiser? Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui aimeraient économiser? Ben, c'est sûr que il y a une certaine difficulté à économiser dans le sens qu'il faut toujours se priver de quelque chose maintenant dans le but d'avoir plus tard, hein. C'est facile à comprendre. Mais comme conseil, je dirais, mettons qu'on est vraiment, tu sais, on veut atteindre notre objectif, on s'est dit un chiffre en tête, puis on veut l'atteindre. Je pense que c'est important aussi de se donner des récompenses en fonction des étapes qui sont atteintes. Fait que si on se met des petites étapes, comme mettons quelqu'un qui commence, puis il dit, bon, ben moi, je ramasse un premier 5 000, un premier 10 000, puis après ça, 25, 35, 50. Mais se mettre des petites récompenses qu'on va se permettre une fois qu'on a atteint ce montant-là. Tu sais, ça peut être, mettons, un voyage, ça peut être, on change la voiture ou une dépense tu sais, qui a une taille qui est raisonnable en fonction du montant où ce qu'on est rendu. Fait que ça permet plus de nous motiver. Puis là, on est content, on atteint le montant désiré. Puis ça va aussi en fonction du rendement de la bourse, parce que si la bourse, ça va mal, ben là, notre objectif n'est pas atteint, mais absolument, quand la bourse abaisse, ben c'est pas le temps de dépenser, c'est plus le temps d'en remettre. Fait qu'à ce moment-là, ben, ça vous incite à en mettre plus de côté et à investir plus pour atteindre l'objectif. Alors, je dirais que c'est ça, l'important de se mettre des petites récompenses en cours de route là, pour rester motivé. Oui, des conseils. Alors, peut-être, je dirais, ben, si quelqu'un qui veut épargner, c'est sûr que l'idéal, c'est de repousser le plus possible les grosses dépenses. Fait que dans le futur, je veux dire, tu sais, les voitures, tout ça, on essaie de rester avec des voitures usagées, on n'achète pas de voitures neuves, repousser la maison. C'est sûr qu'il faut habiter quelque part, là. Je dis pas de pas acheter une maison, mais des fois, les gens ont tendance à prendre une maison qui est plus grosse pour leurs besoins. Tu sais, à un moment donné, ça va vite, là, la grosse maison, la piscine. Tu sais, tout ça, ça coûte cher. Puis si tu peux repousser ça, c'est le mieux c'est. Les bébés, les voyages, tout ça, c'est possible aussi. C'est sûr que quand on est jeune, on a le goût de voyager, mais si tu prends un retard de 10 ans, comme disait Rémi, sur ton épargne, tu vas avoir une belle jeunesse, mais tu vas peut-être travailler jusqu'à 70 ans après, là. Fait que des fois, c'est tout le temps un trade-off. Je dirais aussi un autre conseil, ben, c'est sûr que il y a de la chance là-dedans, mais tu sais, tomber en amour avec la bonne personne. Parce que c'est sûr que c'est pas souvent, en tout cas, on espère qu'on ne va pas passer à travers tout ça tout seul. Fait qu'on essaie de se trouver un partenaire dans la vie, puis planifier à long terme avec quelqu'un qui partage un petit peu nos valeurs puis nos objectifs. Fait que c'est sûr que si tu tombes en amour avec la bonne personne, puis que ses valeurs sont alignées avec les tiennes, puis ses objectifs sont alignés avec les tiens, ça va mieux. Parce que sinon, ben, tu vas te trouver à déménager trop souvent, changer de voiture aux 3 ans, tout ça, ça finit par être destructeur, ses finances. Un divorce aussi, ça peut être destructeur, mais c'est pas non plus impossible de s'en sortir, là. Je veux le mentionner juste pour dire que moi, j'ai vécu un divorce à travers tout ça, puis ça m'a pas empêché d'atteindre mon objectif quand même. Donc, c'est possible de le faire. C'est intéressant ce que tu dis, Yannick, par rapport à la conjointe. Dans mon cas, j'ai été vraiment privilégié parce que j'ai eu beaucoup d'aide de ce côté-là. Parce que ma conjointe et moi, on avait vraiment une vision similaire. Et puis, elle a énormément contribué là, à l'atteinte de nos objectifs. Puis, est-ce que vous avez des lectures ou des conférences à recommander aux personnes? Ah, ben, comme lecture, je recommanderais évidemment le livre de Père riche, Père pauvre, pour tout ce qui est l'aspect d'économiser puis la vision de l'argent. Je recommanderais aussi de lire par rapport à Warren Buffett, sa vie, comment il était frugal. Puis il y a aussi un livre qui me vient en tête. Il était écrit en français sur Warren Buffett. Ça s'appelle Buffett et compagnie. Ça a été écrit par Pierre-Luc Poulain. Alors, je vous le recommande. C'est intéressant à lire. Et puis, vous allez apprendre des trucs intéressants sur Warren Buffett, puis comment il faisait les choses, c'était quoi sa vision de l'investissement. Cool. C'est pas évident, là, publier un livre au Québec sur ce sujet-là, là, c'est très niche, là. Puis moi, j'ajouterais peut-être comme recommandation, ben, il y a beaucoup de blogs maintenant, hein, sur ben, ils appellent ça en anglais le FIRE Movement, là, Financial Independence, Retire Early. Donc, il y a moyen de lire là-dessus beaucoup sur les blogs. Moi, c'est comme ça aussi que je me suis beaucoup informé, trouver des trucs pour épargner, des trucs pour optimiser ta fiscalité, toutes sortes de trucs comme ça
dépenser moins et épargner plus. Je dirais aussi, un truc qui peut être utile, c'est d'apprendre les mathématiques financières de base. Tu sais, je sais pas moi, être capable d'aller rencontrer un vendeur de char, puis ou un banquier, puis vérifier que qu'est-ce qu'il dit, si ça correspond bien avec le prix, puis le taux d'intérêt qu'il dit, mais là, faire les calculs. Être capable de vérifier finalement ce que tu te fais pas avoir, parce que c'est tellement facile de manipuler quelqu'un qui comprend rien en finance. Là. Il y a des calculateurs en ligne aussi qui peuvent aider pour ça, là, si jamais les maths vous repoussent, là, mais c'est ça. Ça serait pas mal ça, les conseils que je donnerais comme lecture. Moi, j'ajouterais, par rapport à ce que Yannick disait, justement, quand on est dans une transaction, puis là, il faut connaître les chiffres pour être mieux outillé, ben, ça serait de lire un livre, au moins un livre ou deux sur la négociation. Moi, ça m'a beaucoup aidé, pas nécessairement à devenir moi-même un très grand négociateur, mais plus à comprendre tous les trucs que je me faisais faire à chaque fois qu'il arrivait des situations de la vie, que ce soit pour, mettons, acheter une maison, une voiture ou tout ça. Il y a toutes sortes de situations qui arrivaient que je ne m'apercevais pas qu'on utilisait des trucs de négociation. Puis en lisant ces livres-là, je me dis, OK, ouais, il utilisait telle tactique. Et puis, à ce moment-là, ben, je suis plus en mesure de répondre autrement à mon avantage là, pour retirer le meilleur de la transaction. Ah, c'est plus facile de se défendre quand tu sais c'est quoi les coûts que l'opposant va utiliser. Ah oui, tu le vois venir d'avance. Puis, on va maintenant passer à la dernière question pour vous aujourd'hui. Ça va être la question récurrente que je vais poser à chaque invité qui va être à l'émission. Dans le fond, on va commencer par Rémi. C'est quelle personnalité que tu apprécies le plus grâce à son succès, sa manière de penser, ses discours, etc.? J'aurais envie de mentionner Chuck Feeney, qui est une personne qui n'est pas très connue. C'est une personne qu'apparemment que Buffett connaît. Il a lu sur lui, je ne sais pas s'ils se sont déjà rencontrés, mais lui a parti les duty free dans les aéroports, les magasins hors taxes, dans les années 70, je crois. Et puis, il y avait comme philosophie de donner durant son vivant et de ne pas attendre au décès là, pour faire de la philanthropie. Alors, lui était grandement influencé par Andrew Carnegie, là, celui, le magnat de l'acier des années 1800. Et puis, ce qu'il a fait, c'est qu'il est devenu milliardaire. Je pense jusqu'à un certain point, il valait 7-8 milliards là, à son sommet. Puis, finalement, il a presque tout donné. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'argent, mais c'est sûr, il est rendu, je pense, au-dessus de 90 ans. Mais j'ai trouvé ça admirable de voir tout ce qu'il a fait, les constructions d'hôpitaux. Il a aidé en Irlande notamment, puis dans d'autres pays. Il a fait toutes sortes de projets pour aider les gens démunis. Fait que ça m'a inspiré, puis ça m'a donné le goût d'essayer de faire quelque chose dans ce sens-là, puis de ne pas nécessairement attendre, d'accumuler, puis au décès, ça ira à des œuvres de charité. Ça m'a incité plus à me dire que bon, ben, je devrais peut-être faire de la philanthropie là, dans ma vie active là, plutôt que d'attendre toujours là, quand que je vais être vieux, en fait. De le faire plutôt dans ma vie. Et toi, Yannick, c'est quoi la personnalité que tu apprécies le plus? C'est une bonne question. Tu m'aurais posé cette question-là il y a 5-10 ans, je t'aurais probablement répondu Warren Buffett. Mais maintenant que j'en suis, avec peut-être moins dans la phase d'accumulation du capital, mais plutôt dans la phase de préservation, j'ai commencé à m'intéresser au côté macro, c'est quoi les risques auxquels mon portefeuille est exposé. Quand on a une retraite de 50 ans devant nous, il y a bien plus de choses qui peuvent se passer durant une longue période comme ça. Faut garder l'esprit ouvert, à l'affût des risques. Fait que le plus gros risque que je vois à l'heure actuelle avec la monétisation des déficits que les gouvernements font, notamment avec la COVID et tout ça, on dirait qu'il n'y a plus de limite à l'endettement. C'est comme si on avait perdu toute forme de retenue collectivement. Moi, la seule façon que je vois de s'en sortir, c'est soit en faisant un défaut sur la dette, comme en Argentine, ou en surtaxant les contribuables, ce qui ne va pas arriver. En tout cas, on n'est pas capable de rembourser la dette qu'on a à l'heure actuelle avec des taxes. J'ai de la misère à y croire. Donc, ou en imprimant des dollars. Donc,
en créant beaucoup d'inflation. C'est une autre façon qu'on pourrait éliminer le endettement collectif. Mais la personne qui m'a récemment ouvert les yeux, pour répondre à ta question, la personne qui m'a récemment ouvert les yeux sur ce genre de risque-là, c'est Peter Schiff. Il y a un podcast régulier. Il est aussi sur Twitter, je pense. Et puis, je le suis depuis quelques temps. Ses propos, parfois, sont controversés. Là. Je dis pas que je suis complètement d'accord avec toutes ses idées, mais je dois avouer qu'en vieillissant, je deviens plus cynique face à l'intervention des gouvernements dans l'économie. Et puis, je dirais que peut-être le socialisme, c'est vrai que c'est séduisant sur papier, notamment pour les jeunes, mais on réalise plus tard que c'est une belle idéologie, mais que ça fonctionne pas vraiment en pratique. Bref, c'est un autre sujet, là. Mais du point de vue investissement, je pense que ça va être important dans le futur de positionner son portefeuille de façon à protéger contre les risques d'inflation importante. C'est là-dessus que mes lectures en ce moment se portent et j'essaie de mieux comprendre ce phénomène-là. On vit dans une époque vraiment unique. Il faut se développer une vision long terme pour identifier tous les risques. Puis la job d'un investisseur valeur, avant tout, c'est ça, c'est de bien identifier les risques. Bon, je vous remercie beaucoup, les gars, d'avoir participé au podcast d'aujourd'hui. Vous étiez super intéressants. On a eu bien du fun à jaser et ça va me faire plaisir de revenir une prochaine fois si tu nous invites. On pourra sûrement discuter d'autres sujets comme l'investissement. Oui, merci pour l'invitation, Jonathan. C'est vraiment intéressant. C'est un sujet qui, moi, que je trouve particulièrement intéressant là, pour les jeunes, puis un peu tout le monde, là, la frugalité. Je pense que c'est quelque chose qui peut aider. Puis j'étais content de participer à ça. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Et par rapport aux jeunes, je sais que Yannick et toi, vous avez créé un jeu d'investissement pour les jeunes. Oui, ça pourrait faire l'objet de tout un autre podcast, effectivement. Ben oui, avec grand plaisir. Donc, je remercie à tout le monde qui ont écouté ce podcast. C'est sûr que c'était plus long que d'habitude, mais j'ai trouvé vraiment intéressant les deux invités. Je vous invite fortement à regarder dans la description, il y a un lien. Cliquez dessus, vous allez atterrir sur la page web du podcast avec tous les livres qui ont été mentionnés dans cet épisode, toutes les différentes sources, des articles connexes. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ça. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.